Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui j'ai envie de faire un podcast un petit peu spécial qui va suivre la conduite que nous avions vue avec l'archétype entrepreneurial. Là on va partir sur un sujet toujours un peu business si je peux dire, mais toujours avec les archétypes au cœur, qui seront toujours centraux évidemment sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va voir les archétypes avec leur pouvoir d'influence en termes marketing. Quand on regarde une publicité, on pense souvent qu'elle nous parle de façon assez rationnelle, en nous expliquant pourquoi un produit est meilleur qu'un autre, mais en réalité la publicité, elle s'adresse pas seulement à notre logique, mais elle va venir toucher quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est aussi, au-delà de notre désir, c'est notre inconscient. Et dans cet inconscient, il existe, comme vous le savez, ou peut-être pas, des figures, des modèles, des images, des symboles qui nous accompagnent depuis des siècles, et ce sont ces fameux archétypes. Et ces archétypes, on les retrouve dans les contes, les mythologies, et dans nos rêves, et aussi dans les stratégies des grandes marques, parce qu'un archétype, c'est avant tout une figure universelle. C'est quasiment un rôle que l'on reconnaît instinctivement, et les marques, elles jouent avec ces figures pour créer une identité forte et marquer notre esprit. Prenons un exemple, Chanel. Chanel, c'est pas juste une marque de luxe, c'est une incarnation parfaite de l'archétype de l'impératrice. Dans la mythologie, l'impératrice, c'est une figure de pouvoir et de féminité, une reine qui incarne l'élégance, la force et l'indépendance. Gabrielle Chanel elle-même correspond à cette image, une femme qui a révolutionné la mode, qui a imposé sa vision, et quand on achète un produit Chanel, on n'achète pas seulement un parfum ou un sac, on achète une part de cet archétype, on achète la sensation d'être une impératrice et d'incarner cette force féminine. Un autre exemple, complètement à l'opposé, Harley-Davidson. Ici, on est loin de l'élégance de Chanel. Harley-Davidson, il incarne plutôt un archétype, et c'est celui du rebelle. La marque ne vend pas juste des motos, elle vend un mode de vie, une liberté, un rejet des règles. Dans son imagerie publicitaire, on retrouve toujours les mêmes éléments. La route infinie, le cuir noir, l'homme solitaire qui s'affranchit des contraintes du monde moderne. Harley-Davidson, c'est un symbole de hors-la-loi, de biker, qui refuse de rentrer dans le moule. Et c'est précisément pour ça que la marque séduit autant. Elle ne vend pas un simple véhicule, elle vend une identité. Et ce phénomène, évidemment, comme vous le savez, ne s'arrête pas à Chanel ou à Harley-Davidson. Toutes les grandes marques jouent avec ces archétypes. Apple, par exemple, il incarne souvent l'archétype du magicien, celui qui transforme la réalité en une vision révolutionnaire. Nike, lui, va jouer sur l'archétype du héros, celui qui se dépasse, qui repousse ses limites. Pourquoi ces figures nous parlent autant ? Parce qu'elles sont ancrées en nous. Elles existent dans toutes les cultures, sous des formes différentes, elles éveillent des émotions, des aspirations. Nous ne choisissons pas une marque uniquement pour ses produits, nous la choisissons parce qu'elle résonne avec quelque chose en nous. Les publicitaires le savent, et ils s'appuient sur ces symboles pour créer des messages puissants. Quand une marque réussit à incarner un archétype, elle devient plus qu'une simple entreprise, elle devient un mythe moderne. Et dans un monde saturé d'images et de messages, les mythes sont ce qui marque vraiment nos esprits. Avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une marque nous attire au premier regard ? Bien sûr, il y a son message, son image, son histoire, mais bien souvent, l'impact est plus instinctif, plus immédiat. Les couleurs, les formes, les symboles jouent un rôle fondamental dans notre perception. Nous n'y prêtons pas toujours attention consciemment, mais notre cerveau, lui, les capte instantanément. C'est ce qu'on appelle la communication subliminale. Sans même nous en rendre compte, nous associons certaines couleurs à des émotions, certaines formes à des valeurs. Et les marques utilisent ces leviers pour influencer nos choix. Prenons le rouge. Pourquoi tant de marques liées à la nourriture utilisent cette couleur ? On peut regarder Coca-Cola, McDonald's, KFC, leur logo est rouge, leur identité visuelle aussi. En tout cas, McDonald's avant son époque bio. Et c'est pas un hasard. Le rouge, c'est une couleur qui stimule l'action, c'est une couleur qui attire l'œil, qui accélère le rythme cardiaque. Elle évoque la passion, l'urgence et aussi l'appétit. Des études ont montré que le rouge active des signaux biologiques en nous, augmentant notre excitation et notre envie de consommer. Le bleu, lui, complètement différent, c'est la couleur de la sérénité, de la confiance et du sérieux. Il est omniprésent dans le secteur où la fiabilité est essentielle. Facebook, LinkedIn, Twitter, Visa, PayPal, autant d'entreprises qui veulent inspirer sécurité et professionnalisme. Ce n'est pas un hasard si les banques, les assurances privilégient le bleu. Cette couleur apaise et rassure.
Mais les couleurs, ce n'est qu'un élément du message visuel. Les formes comptent aussi. Un logo aux lignes arrondies évoque la douceur et l'accessibilité, comme Google, Airbnb ou Spotify. À l'inverse, des formes anguleuses inspirent la puissance et la rigueur, comme Mercedes, Adidas ou Mitsubishi. Même nos réactions aux formes sont instinctives. Les cercles sont accueillants, les triangles évoquent la stabilité et le dynamisme. Et puis, il y a les symboles eux-mêmes. Certains sont ancrés dans notre inconscient collectif et sont utilisés de manière quasi automatique. Regardez le swoosh de Nike, une simple virgule stylisée qui évoque à la fois le mouvement et la victoire. Ou encore la pomme croquée d'Apple, qui joue sur l'image de la connaissance interdite, du fruit défendu, et qui nous renvoie à l'inconscient, à l'idée d'innovation et de transgression. Ce sont des codes visuels que nous comprenons sans même y penser. Notre cerveau les associe immédiatement à des émotions, des souvenirs ou des idées. Et c'est cette connexion inconsciente qui fait toute la puissance du marketing symbolique. Les marques n'ont donc pas besoin de nous expliquer pourquoi elles sont fiables, innovantes ou dynamiques, elles nous le montrent à travers des choix graphiques soigneusement étudiés. Et ces choix ne sont jamais anodins, ils sont conçus pour déclencher une réaction en nous, souvent sans que nous nous en rendions compte. Et c'est fascinant quand même, et pourtant ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Parce que au-delà des couleurs et des formes, il existe d'autres leviers psychologiques que les marques utilisent pour nous séduire. L'un des plus puissants est l'émotion, et pour toucher notre cœur, elles ont un outil redoutable. C'est là qu'entre en jeu l'archétype de la mère nourricière. Depuis toujours, la figure de la mère nourricière est profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Dans la mythologie, elle prend de nombreux visages comme Déméter, la déesse grecque des moissons, protectrice des récoltes et des foyers, Gaïa, la terre-mère qui nourrit toute vie, ou encore la Vierge Marie, symbole d'amour inconditionnel et de protection maternelle. Ces figures incarnent un même message, celui d'une présence bienveillante qui nourrit, qui rassure, qui apporte la chaleur et la stabilité. Et aujourd'hui, cette symbolique n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme, et elle s'est installée dans le marketing. Regardez les marques comme Nestlé, par exemple, Kinder, Danone. Elles ne vendent pas seulement du chocolat, des yaourts ou du lait, elles vendent des souvenirs, des moments d'enfance, des instants de partage en famille. La publicité de ces marques sont presque toujours les mêmes. Des enfants qui rient autour d'une table, d'un goûter, des parents qui sourient en servant un bol de céréales, des grands-mères qui préparent une recette transmise de génération en génération. L'objectif est clair, recréer un cocon émotionnel. Ces images nous rappellent inconsciemment les moments de tendresse et de protection vécus dans l'enfance, ou désirés, et sans même que nous en ayons conscience. Nous associons le produit à cette sensation de bien-être ou d'attente. Prenons l'exemple de Kinder. Pourquoi cette marque évoque-t-elle immédiatement une sensation de douceur et de réconfort ? Parce qu'elle ne se contente pas de vendre du chocolat, elle met en avant des enfants heureux, des parents bienveillants, des moments de complicité autour d'un goûter. Elle évoque la chaleur du foyer, le plaisir simple d'un instant partagé. Le marketing de la mère nourricière fonctionne particulièrement bien parce qu'il joue sur un besoin fondamental, celui d'être pris en charge, de retrouver une forme de protection maternelle. Dans un monde moderne souvent stressant, où tout va trop vite, ces marques nous offrent une pause, un retour aux valeurs rassurantes. Mais cette stratégie va encore plus loin. Certains produits sont même présentés comme une Madeleine de Proust, un moyen de revivre un souvenir heureux du passé. Pensez aux publicités pour les biscuits Lu ou le chocolat Milka. Elles ne parlent pas spécifiquement du goût du produit, mais de l'émotion qu'il me procure. En une bouchée, nous voilà replongés dans l'enfance, bercés par un sentiment de sécurité et de douceur. C'est une technique redoutable et elle fonctionne à merveille, parce que derrière chaque adulte qui achète une tablette de chocolat, il y a un enfant intérieur qui cherche à retrouver ne serait-ce qu'un instant la chaleur et l'insouciance du passé, en tout cas ce moment de douceur. Et ce pouvoir de l'émotion ne s'arrête pas là. Car si certaines marques jouent sur le besoin de réconfort, d'autres au contraire exploitent un tout autre levier psychologique, la fascination pour le savoir et l'expertise. C'est là que nous entrons dans l'univers d'un autre archétype puissant, celui du sage. Dans toutes les civilisations, le sage est une figure essentielle. C'est lui qui sait, c'est lui qui guide, c'est lui qu'on écoute parce qu'il détient une vérité plus grande. Dans les mythes, il prend souvent la forme d'un vieux maître, Merlin avec Arthur, Yoda avec Luke Skywalker, Dumbledore avec Harry Potter. C'est un être qui inspire la confiance, qui possède une vision et qui, par son savoir, semble au-dessus des incertitudes du monde.
Aujourd'hui, cet archétype est largement utilisé dans le marketing, notamment par les marques de luxe, de technologie et de formation. Prenons l'exemple de Rolex. La marque ne vend pas simplement des montres, elle vend un symbole de maîtrise et d'excellence. Ses campagnes publicitaires ne parlent pas du produit en tant que tel, elles mettent en avant des figures d'autorité, des explorateurs, des scientifiques, des athlètes reconnus. Le message est clair. Porter une Rolex, c'est appartenir à l'élite de ceux qui savent, ceux qui réussissent. Et on voit la même logique chez Apple. Ici, le sage se manifeste sous une autre forme. À votre avis, laquelle ? Celle de l'innovateur, celle du visionnaire. Apple ne vend pas juste des smartphones, il vend une révolution technologique, une façon de voir le monde autrement. Steve Jobs lui-même incarnait parfaitement cet archétype. Un génie créatif, un mentor peut-être assez inspirant pour certains, un guide pour d'autres, qui montrait la voie. Chaque conférence d'Apple ressemble d'ailleurs à une cérémonie où l'orateur monte sur scène pour dévoiler l'innovation qui va changer nos vies et changer le monde. Ce rituel renforce le sentiment que la marque détient un savoir supérieur et qu'elle est en avance sur les autres. Cet archétype du sage est aussi central dans le monde de l'éducation et du développement personnel. Des institutions comme Harvard, Oxford ou le MIT utilisent leur prestige historique pour afficher leur statut de gardien du savoir. Mais aujourd'hui, cette dynamique s'étend bien au-delà des universités. Elle est devenue un outil marketing à part entière. Regardez la montée des marques éducatives. Aujourd'hui, des plateformes comme Masterclass, TED Talks utilisent la transmission du savoir comme un levier de séduction. Elles nous promettent d'accéder à la sagesse des plus grands, apprendre à écrire avec Neil Gaiman, à cuisiner avec Gordon Ramsay, à comprendre l'univers des prix Nobel. Le savoir est devenu un produit, et le sage est un argument de vente. Et cette tendance ne concerne pas seulement les marques. Aujourd'hui, les entrepreneurs eux-mêmes incarnent de plus en plus cet archétype. Des figures comme Elon Musk ou Yuval Noah Harari ne se contentent pas de vendre des produits ou des idées. Ils construisent une aura de sagesse autour d'eux. Leur parole devient une référence, leur vision un modèle. Et plus ils sont perçus comme des visionnaires, plus leur influence grandit. À votre avis, pourquoi cet archétype est si puissant ? Parce qu'il répond à un besoin fondamental. Celui de trouver des repères dans un monde complexe. Face à l'incertitude, nous cherchons des figures qui nous donnent une direction, des experts qui nous aident à comprendre. Et tant que cette quête de savoir existera, le sage restera l'un des archétypes les plus puissants du marketing. Mais si le sage inspire confiance, un autre archétype joue sur un levier complètement différent, la provocation, le chaos et la ruse. Certaines marques ne cherchent pas à rassurer, elles préfèrent surprendre, déranger, bouleverser les codes. Si tu es habitué de la chaîne, à mon avis, je suppose que tu as reconnu cet archétype, celui du trickster, c'est-à-dire l'archétype du farceur, celui qui est subversif. Le trickster, ou le fripon si tu préfères, est une figure que l'on retrouve dans les mythologies. C'est le dieu du chaos, du jeu, du mensonge, de la manipulation. Il déjoue les règles, il ridiculise les puissants, il change les perspectives en un clin d'œil. Dans la mythologie nordique, c'est Loki par exemple, un dieu malin qui défie l'ordre établi par ses farces et ses ruses. Je parle plutôt de Loki en termes mythologiques, pas celui qu'on retrouve dans les Marvel. Chez les Amérindiens, c'est le coyote qu'on retrouve notamment dans les contes. C'est un personnage imprévisible qui peut aussi bien être un créateur qu'un destructeur. En Europe, mais moins connu aujourd'hui, on avait Till l'espiègle, ce vagabond légendaire qui tourne et qui ridiculise les figures d'autorité avec ses blagues. Et aujourd'hui, ces figures ne se retrouvent pas seulement dans les contes, elles sont partout, et y compris encore une fois dans le marketing. Et certaines marques ont fait du trickster, du fripon, leur identité centrale. Elles ne cherchent pas à inspirer une confiance comme Rolex ou Apple, ni à rassurer comme Kinder ou Nestlé, elles veulent divertir, surprendre, choquer. Prenons Oasis. Cette marque de jus de fruits ne se contente pas de montrer des vergers ensoleillés, elle crée un univers complètement décalé avec des petits fruits personnifiés, qui parlent comme des ados et enchaînent les jeux de mots absurdes. Le ton est léger, moqueur, presque irrévérencieux. Et résultat, on retient la pub, on en parle, on la partage. Autre exemple, Burger King. La marque a fait de la provocation un art. Contrairement à McDonald's, qui mise sur une image rassurante et familiale, Burger King préfère se moquer ouvertement de son concurrent. Elle lance des campagnes où elle cache des Whoppers, c'est-à-dire leur propre hamburger principal, derrière des pubs McDonald's. Ou encore, elle offre des burgers gratuits à ceux qui commandent chez McDo. Ce ton irrévérencieux plaît, car il donne l'impression de faire partie d'un jeu.
Et puis il y a des marques qui poussent encore plus loin l'absurde, comme Skittles. Les publicités n'ont aucun sens rationnel. Un homme dont tout ce qui me touche se transforme en bonbon. Un chat qui parle avec une voix humaine, des situations surréalistes qui marquent les esprits par leur bizarrerie. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que notre cerveau est intrigué par l'inattendu, l'absurde casse la monotonie d'un monde réel et crée un souvenir fort. Et c'est une approche qui est efficace, parce que le trickster, il joue sur plusieurs leviers puissants. L'effet de surprise, l'humour et la transgression des codes. Et finalement, le trickster dans la publicité ne cherche pas à vendre un produit de manière classique, il crée une expérience, un moment marquant qui reste dans l'inconscient du spectateur. Et dans un univers où l'attention est une ressource rare, faire rire ou surprendre est parfois plus efficace que n'importe quel argument rationnel. Mais si cette marque joue avec le chaos, d'autres adoptent une approche bien différente. Elles se positionnent comme des guides spirituels, c'est là qu'intervient un autre archétype puissant du marketing, qui joue sur le mythe de la transformation, et vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'archétype du magicien. Depuis toujours, les histoires qui nous marquent le plus sont celles où un personnage traverse une épreuve, se dépasse et ressort grandi. Le voyage du héros, le rite de passage, la quête initiatique. Ce sont des schémas universels qu'on retrouve aussi bien dans les mythes antiques que dans nos films et nos séries modernes. Regardez les publicités de Nike. Elles ne vendent pas juste des chaussures ou des vêtements de sport, elles racontent l'histoire d'une transformation. On y voit un personnage qui doute, qui souffre, qui échoue, puis qui s'entraîne, qui dépasse ses limites. À la fin, il est un autre. Il a accompli son parcours initiatique. Ce n'est pas une simple pub, c'est une narration mythologique condensée en quelques secondes. Le même schéma se retrouve dans des secteurs très différents. Weight Watcher ne vend pas un régime, mais une métamorphose. Ces publicités ne mettent pas en avant des arguments scientifiques sur la perte de poids, ils montrent des personnes qui ont changé, qui ont retrouvé confiance en elles, qui sont devenues une nouvelle vision d'elles-mêmes. L'avant-après est un outil marketing puissant, car il active une croyance profondément ancrée en nous, celle que nous avons besoin d'une épreuve pour devenir meilleurs. Mais cette transformation ne concerne pas que l'apparence physique. Le coaching en ligne, les formations de développement personnel, les séminaires de motivation, tous ces secteurs reposent sur les mêmes principes. Ils nous promettent un passage initiatique, une élévation, un accès à une nouvelle sagesse. Certains entrepreneurs se positionnent même comme des guides spirituels modernes, reprenant inconsciemment le rôle de chaman et de maître dans les récits ancestraux. Et ce n'est pas un hasard. Si ces stratégies fonctionnent si bien, c'est parce qu'elles réactivent des mécanismes très anciens, les rituels de passage, qui manquent cruellement dans nos sociétés modernes. Dans de nombreuses traditions, l'accès à un nouveau statut passe par un rituel. Un enfant devient adulte après une épreuve. Un apprenti devient maître après une initiation. Ces rites existent depuis des millénaires, et le marketing les a réadaptés à notre société moderne. Et le marketing de la transformation fonctionne parce qu'il touche quelque chose de profond en nous, notre besoin d'évoluer. Un terme par exemple que je n'aime pas utiliser, de nous réinventer, de franchir des étapes. C'est une stratégie puissante, mais qui parfois peut aussi jouer sur nos insécurités. Car si certaines marques nous encouragent à progresser, d'autres insistent d'abord sur nos faiblesses pour donner l'impression que nous devons absolument changer. Et c'est là qu'intervient le magicien, celui qui promet non seulement un changement, mais une véritable métamorphose presque surnaturelle. Quand je dis magicien, ça rejoint l'archétype de l'alchimiste, de l'enchanteur, de celui qui détient un savoir caché, capable de défier les lois naturelles. Cet archétype est omniprésent dans la publicité parce qu'il répond à un désir profond ancré en nous, celui de croire au miracle. Ici, avec le prochain exemple, on va partir sur la promesse de transformation et d'illusion, dans le sens miracle. Prenons par exemple L'Oréal, son slogan iconique « Parce que vous le valez bien » ne parle pas de ses produits en tant que tels, il évoque une transformation instantanée. Ses publicités nous montrent des visages sublimes, des cheveux brillants comme par magie, il n'y a pas d'effort, pas d'attente, pas de processus long. Une simple application et le changement opère. C'est exactement ce que fait le magicien dans les contes. Une formule secrète, un rituel rapide et la métamorphose est immédiate. De la même manière, Dyson ne vend pas de simples aspirateurs. Ses campagnes publicitaires mettent en scène des technologies si avancées qu'elles semblent presque surnaturelles. Un moteur numérique miniaturisé, une force d'aspiration invisible, un design futuriste, tout est pensé pour donner une impression de magie.
On ne parle pas de mécanisme, on ne parle pas de révolution. Dyson n'est pas un fabricant d'appareils ménagers, c'est un enchanteur moderne. En un clic, toute la maison est aspirée. Et que dire de la marque Tesla ? Elon Musk lui-même incarne l'archétype du magicien. Bon, certainement davantage du visionnaire. Mais ici, dans mon exemple, ses méthodes de marketing en termes d'archétype du magicien. Il se présente comme un visionnaire, un inventeur, à la limite du réel et de la science-fiction. Ses voitures ne sont pas de simples voitures électriques, elles sont dotées de pilotes automatiques, de portes qui s'ouvrent comme dans les films de science-fiction. Tesla ne vend pas seulement un moyen de transport, il vend une promesse de futur, une illusion d'un monde transformé par la technologie. Mais le magicien ne se limite pas à la technologie. Le mystère et le secret sont aussi des outils puissants en marketing. Regardons Coca-Cola. La marque entretient depuis toujours le mythe de sa recette secrète, enfermée dans un coffre-fort inaccessible. Cette aura de mystère ajoute de la valeur au produit, lui donnant une dimension presque ésotérique. Les parfums de luxe utilisent exactement la même stratégie. Hermès, Guerlain, Chanel... Chaque fragrance est présentée comme le fruit d'un savoir ancestral, d'un art maîtrisé, par quelques initiés seulement, les notes sont énigmatiques, les ingrédients sont rares et la formule est tenue secrète. Tout cela crée un aura de mystère autour du produit, renforçant l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'un parfum, mais quasiment d'une potion au pouvoir presque magique. Mais pourquoi ces stratégies fonctionnent-elles aussi bien ? Parce que malgré notre rationalité, nous avons encore besoin de croire au miracle. Nous vivons dans une société où tout est expliqué, analysé, mesuré, et pourtant nous cherchons toujours un moyen d'échapper aux contraintes du réel. Les marques qui jouent le rôle du magicien nous vendent cette illusion du dépassement des limites humaines. Elles nous font croire qu'avec une simple crème nous pouvons défier le temps, qu'avec une voiture nous pouvons entrer dans le futur, qu'avec un simple objet nous pouvons accéder à un monde que nous pensions réservé aux films et aux légendes. C'est un archétype incroyablement puissant car il touche à l'un de nos plus grands désirs, celui de transcender notre condition. Si le magicien nous fascine en nous promettant une transformation quasi miraculeuse, il existe un autre archétype tout aussi puissant en marketing, celui du roi. Certaines marques ne cherchent ni à nous divertir, ni à nous étonner, ni même à nous guider. Elles veulent imposer leur domination, affirmer leur supériorité, se positionner comme des références absolues. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur, elles règnent, tout simplement. Dans la publicité, cet archétype de roi est partout. Il joue sur un levier psychologique très puissant, notre besoin d'admirer et de nous aligner sur une figure d'autorité. Depuis des millénaires, le roi incarne l'ordre, la puissance et la légitimité. Il est le souverain incontestable, celui qui possède les richesses, celui qui donne le ton. Dans les contes et les légendes, c'est Arthur et son Excalibur, Alexandre le Grand, les pharaons égyptiens. Toutes ces figures royales symbolisent un pouvoir absolu, une hiérarchie naturelle, et certains sont au sommet et d'autres leur rendent hommage. Ici, dans le domaine qui nous intéresse, le marketing, cet archétype est omniprésent. Certaines marques ne cherchent pas à séduire par l'humour ou par l'émotion, elles imposent le respect. Regardons Louis Vuitton. Cette marque ne vend pas seulement des sacs et des accessoires, elle vend un statut. Ses publicités ne montrent jamais des produits de manière classique, elles mettent en scène des figures de prestige, des icônes de la réussite, la mise en avant des célébrités, la rareté des produits, la mise en scène sophistiquée. Tout est fait pour donner l'impression que porter du Louis Vuitton, c'est appartenir à une élite. C'est le même principe chez Mercedes. Là encore, on ne met pas en avant des arguments techniques ou un prix compétitif, on met en avant une histoire, un héritage, une lignée. Mercedes n'est pas une simple voiture, c'est une dynastie, c'est un empire. Conduire une Mercedes, c'est incarner l'élégance et la réussite. Et puis il y a Rolex, qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, l'archétype du roi est poussé aussi à son paroxysme. Rolex ne vend pas une montre, elle vend un emblème de pouvoir. On ne choisit pas Rolex pour lire l'heure, on la choisit pour ce qu'elle représente. L'accomplissement, le succès, la maîtrise de son destin. Les campagnes de Rolex ne s'adressent pas à n'importe qui, elles suggèrent un message implicite. Cette montre n'est pas pour tout le monde, seuls ceux qui ont atteint un certain niveau peuvent la porter. C'est ça leur message. Et ce type de marketing fonctionne très bien, parce qu'il joue sur un mécanisme profond de notre psychologie, notre besoin de hiérarchie et de reconnaissance. Dans toutes les sociétés, les humains ont toujours eu une figure d'autorité, des symboles de prestige.
Même si nous vivons aujourd'hui dans un monde où la monarchie n'a plus du tout le même rôle qu'avant, nous cherchons toujours des souvenirs à admirer. Et quand ce ne sont pas des rois ou des empereurs, ce sont des marques qui prennent la place. Le marketing du roi fonctionne parce qu'il donne l'illusion d'appartenir à une élite. Acheter un produit de luxe, c'est comme recevoir un titre de noblesse moderne. C'est comme prouver son ascension sociale, montrer son pouvoir. Mais il y a un revers à cette fascination pour les marques souveraines, car ces symboles de prestige, en réalité, cachent une forme de manipulation. Tout au long de ce voyage à travers les archétypes du marketing, nous avons vu comment les marques utilisent des symboles puissants pour nous influencer. Le héros nous inspire à nous dépasser, la mère nourricière nous réconforte, le trickster, le fripon nous amuse, le magicien nous fascine, le roi nous impressionne. Ces stratégies ne sont pas anodines, elles jouent sur notre inconscient, elles réveillent en nous des émotions profondes, des désirs souvent inconscients. Elles nous font croire que nous avons besoin d'un produit pour être plus fort, plus beau, plus intelligent, plus digne d'admiration, mais maintenant que nous avons décodé ces mécanismes, nous avons un pouvoir immense, celui de ne plus se laisser manipuler. Reconnaître ces archétypes dans la publicité, c'est comprendre que chaque message commercial est construit avec une intention précise. Ce n'est pas un simple choix esthétique ou une coïncidence, c'est une stratégie pensée pour provoquer une réaction bien spécifique. Alors la prochaine fois que vous verrez une publicité, posez-vous la question: quel archétype est en train d'être activé? Quelle émotion cherche-t-on à me faire ressentir? Et suis-je en train d'acheter un produit ou une illusion? Car en prenant conscience de ces influences, vous devenez libre de vos choix, libre d'acheter pour de vraies raisons, et non parce que votre inconscient a été habilement manipulé. Et ça, c'est un pouvoir bien plus grand que n'importe quelle publicité. Merci pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.